Remue-Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-Ménage. Remue-Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, tous les intellectuels. Avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-Ménage. Ce dimanche, Remue-Ménage fait une profonde analyse du nouveau gouvernement. L'orientation économique est-elle bonne et créatrice d'emplois ou non? La question de la justice, la traque des biens dits mal acquis et l'arrivée de Maître Sidiki Kaba au département de la justice. Quelle lecture en faire? Pour parler de tout cela, Remue-Ménage reçoit ce dimanche 8 septembre Hamadou Tidiane-Sy, journaliste et directeur de l'École supérieure de journalisme, des métiers de l'Internet et de la communication. L'autre invité, Dr Elhaj Omar Diop, enseignant-chercheur des universités, auteur du livre La justice constitutionnelle au Sénégal. Remue-Ménage, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur la RFM avec Alassane Samba Diop. Dimanche 8 septembre 2013, merci de votre fidélité à Remue-Ménage qui reçoit aujourd'hui Hamadoun Tidiane-Sy, journaliste et directeur de GICOM, École supérieure de journalisme des métiers de l'Internet et de la communication, Dr Elhaj Omar Diouf, enseignant-chercheur des universités et aussi à l'UCAD, à la faculté des sciences juridiques et politiques, auteur du livre La justice constitutionnelle au Sénégal, sortie prévue le 23 septembre prochain. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'actualité, c'est la mise en place du nouveau gouvernement, le nouvel attelage gouvernemental. Depuis quelques jours, partout on en parle dans la presse et dans les chaumières. Elhaj Omar Diop, quelle lecture faites-vous de ce nouveau gouvernement? Merci Alassane. Je commencerai d'abord par vous dire bonjour et dire bonjour également à M. Sy. Je vous remercie de votre invitation. Je dis bonjour aux éditeurs. Je commencerai d'abord, si vous le permettez, par vous dire joyeux anniversaire au regard du rôle que vous jouez et du temps que vous avez passé depuis quelque temps dans l'espace médiatique. Et comme la presse est un instrument de la démocratie, le rôle que vous jouez est un rôle qui doit être magnifié. Et on vous remercie, on vous encourage et on vous dit bon vent. Merci. Concernant la question que vous avez posée, il faut partir de l'idée que la formation d'un gouvernement est une chose qui est difficile, dans le sens où il faut prendre un certain nombre de critères, un certain nombre de facteurs à mettre en exergue, notamment la compétence des gens qui sont sollicités. Il faut également mettre en exergue le facteur religieux, le facteur confrérique, le facteur régional, la dimension partisane, les alliés. Donc il y a tout un ensemble de secteurs et de critères à prendre en considération. Et lorsqu'on forme le gouvernement, systématiquement, il y aura des frustrés, il y aura des gens qui sont révoqués, il y aura des mécontents. Donc tout ça, c'est à gérer. Et la formation du gouvernement qui vient d'être faite au Sénégal, et avec la nomination de Madame le Premier ministre Aminata Touré, montre que le président de la République, après 18 mois de magistère, a estimé nécessaire de faire une évaluation et de tirer les conséquences de ce qu'on appelle la morosité de la situation politique et économique et le malaise qui traverse le pays. Et dans ce cadre, on a formé un gouvernement qui essaye, dans une large mesure, de satisfaire des préoccupations partisanes. Parce que lorsqu'on lit la liste des membres du gouvernement, on voit que l'APR se taille la part du gâteau. Et après, il y a d'autres segments de la société civile, les alliés ou autres, qui sont satisfaits. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que est-ce que cette équipe gouvernementale sera à la hauteur des enjeux, des préoccupations des Sénégalais, du malaise ambiant qui traverse la société politique, et je dirais même des solutions qui seront à l'un des projets politiques que le président a proposé aux Sénégalais. L'autre question qui est sous-jacente là-dessus, c'est la question de l'opportunité même de ce changement de gouvernement. Ce changement de gouvernement apparaît dans un contexte précis, je dirais même c'est la rentrée politique. Mais est-ce que ce changement de gouvernement apportera des solutions aux problèmes des Sénégalais? Ça, c'est le temps qui nous le dira. Voilà les premières remarques préalables que j'avais à faire sur cette question-là. À Montpellier, on a entendu le Premier ministre Aminata Touré Mimi dire qu'il faut accélérer le processus. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement qui était là n'a pas pu faire le travail attendu? Bon, je crois accélérer, en bon français, ça veut dire appuyer sur la pédale d'une voiture qui roule déjà. Absolument. Or, je crois que tous les Sénégalais sont d'accord, la voiture n'a pas démarré. Et ce sera justement sur ça qu'ils vont se tromper. Bon, ça fait un peu provocateur, c'est ça, mais je ne crois pas que la voiture ait démarré d'abord. Depuis que le gouvernement est là, ils font du surplace.
La preuve, le plus grand projet qu'ils ont inauguré, c'était un projet de gouvernement qui n'est plus là. Donc je crois qu'il y a ce problème-là. L'autre problème, la grosse erreur de casting, à mon avis, malheureusement, je crois beaucoup de médias ne l'ont pas relevé, certains ont fait attention là-dessus, c'est le Premier ministre. C'est un problème. On ne peut pas avoir un Premier ministre qui passe son temps à parler dans les médias. Ça, pour moi, c'était vraiment l'erreur la plus grave. Les gens n'étaient pas très satisfaits de Abdoul Mbaye, parce que, bon, du style, il est éloigné des réalités sénégalaises. C'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Mais je crois que celle-là est un peu trop politicienne. Une sorte de deux extrêmes. Voilà, peut-être qu'on a quitté une extrême pour aller à l'autre. On a un Premier ministre qui est très politicien ou très politicienne. Et ça, je ne crois pas qu'avec ça, on puisse sérieusement accélérer. Je disais quelque part, dans un édito que j'ai écrit, que le président donne le mauvais signal. Ce qu'il veut dire à ses autres ministres, c'est quoi? Prenez la carte du parti, passez votre temps à parler dans les médias et peut-être qu'au prochain remaniement, vous serez promu. Or, il ne s'agit pas de cela, il s'agit de travailler. Et n'oublions pas quelque chose. Nous sommes dans un pays où, en réalité, le Premier ministre n'a pas cette grande marge de manœuvre. C'est le président qui décide. C'est le président qui décide. Donc, quelle que soit la personne qui est Premier ministre, à partir du moment où cette personne a déjà un certain nombre de compétences et qu'elle partage les mêmes valeurs et la même vision que le président de la République, et ça, c'est l'autre problème dans ce gouvernement, peut-être qu'on pourra en parler plus tard, à partir du moment où donc le Premier ministre partage les valeurs et la même vision que le président, quel qu'il soit, je crois qu'il peut exécuter, parce que c'est plus un rôle d'exécution qu'autre chose. Donc, le grand problème, malheureusement, on ne peut pas, au remaniement, on ne peut pas remanier, enlever le président. Le président, on est obligé d'attendre la prochaine échéance électorale. Mais le fond du problème, c'est ça. Mais dans l'interview de l'AS, le président a précisé qu'il attend moins les ministres dans les médias que sur le terrain. Oui, mais vous voyez, c'est ça qu'on a. Il faut prêcher par l'exemple. Il aurait pris un ministre discret qui travaille bien, qu'il juge travailleur. Je crois que les autres ministres auraient compris qu'il ne s'agit pas de s'épancher dans les médias à longueur de journée. Maintenant, moi, je vous dis, on aura un gouvernement de bavarderie. C'est du vieux français. Juste pour que les gens sachent qu'on a dépassé le bavardage. On est dans la parlotte pure et simple. La médiatisation à outrage, je disais quelque part, pour un ministre qui remet un chèque, bon, d'abord, je ne pense pas que ça soit dans ses attributions, mais un ministre qui va quelque part, bon, on a un constitutionnaliste ici, il va nous dire si c'est possible ou pas, mais je veux dire que le chèque, c'est quelques milliers de milliards. Qu'est-ce que ça représente dans le budget sénégalais pour que ça vaille le temps d'un Premier ministre? Aller devant les médias, aller remettre ça au trésor public, ça aurait dû être fait par un agent. Je crois que c'est ça. On est trop dans la politique politicienne. Je l'avais dit ici au lendemain de l'élection du président Macky Sall. Il doit se rappeler qu'il n'a pas été élu par la PR. Absolument. Il n'a pas été élu par la coalition qu'il a soutenue au second tour. Je crois quels qu'eût été les appels à voter pour ou contre lui, je crois, les gens auraient voté pour lui. Et les gens auraient voté pour lui, pourquoi ? Pour une meilleure gouvernance, pour un meilleur partage des richesses de ce pays, pour une meilleure gestion des richesses de ce pays. Or, je crois que sur ça, à part le gros cinéma sur la traque des biens mal acquis, parce que quoi qu'on dise, c'est encore du gros cinéma, on n'a pas vu de résultats concrets, je crois qu'on n'a pas fait grand-chose. Oui, ce gouvernement a été formé, on a entendu Réumi dire que ceux qui ont été choisis, Omar Gueye et Pape Diouf, ne représentent pas Réumi. Oui, là, je pense qu'il faudrait avoir une remarque beaucoup plus distancée par rapport au mode de fonctionnement de la coalition. Pourquoi ? Parce que Idrissa Seck est un acteur politique qui a un objectif précis, la conquête du pouvoir. Il veut le pouvoir. Or, aujourd'hui, c'est le président Macky Sall qui est élu par le peuple sénégalais. Donc, la posture d'Idrissa Seck, c'est une posture d'opposant qui s'affirme dans l'espace public et qui doit prendre le pouvoir. Mais il y a une incohérence et une ambiguïté. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie d'une coalition, il l'affirme toujours, d'un gouvernement, et à un moment donné, il a critiqué le gouvernement et il a pris des distances par rapport au choix ministériel qu'il avait opéré. Maintenant, quand on entend mon ami Abdourahmane Diouf, le porte-parole d'Idrissa Seck, lorsqu'il dit ouvertement que Réumi n'est plus engagé par les ministres qui sont sur place, je me dis, cohérence pour cohérence, il devrait tirer les conséquences qui s'imposent, quitter la coalition et s'affirmer comme force d'opposition. Et de ce point de vue, non seulement ils vont revendiquer la critique politique, ils vont proposer des solutions alternatives et ils vont s'affirmer en face par rapport à un gouvernement. Mais tout en restant dans la coalition, en rejetant les deux ministres,
je pense qu'il y a ici de l'ambiguïté, une difficulté de lecture et de lisibilité même de la scène publique par rapport aux jeux et aux actes qui sont posés par Réumi dans la coalition. Tidiane, vous partagez cette idée qu'aujourd'hui, on est dedans, on est dehors? Oui, non, ça je crois, c'est justement, il est vrai que dans un gouvernement, il faut faire des arbitrages, notre ami l'a souligné au début, mais je crois que ces arbitrages-là, il y a des limites à ne pas dépasser dans cet arbitrage-là. Bon, on est dans un pays, je le répète, je le dis souvent, où on est pris en otage par les politiques. Je crois, bon, Idrissa Seck, quelque part, peut-être que c'est un mauvais perdant, mais encore, ça prouve que le manque de cohérence de ce gouvernement, où vous êtes avec lui, ça aussi, je crois, et parfois, il faut du courage. On ne peut pas prendre des ministres de Réumi en critiquant le leader de Réumi. De la même façon, les gens de Réumi aussi, ils doivent être cohérents avec eux-mêmes, où ils sont dans leur parti, et ils restent logiques à leur parti, ou ils sont en dehors de ce parti, et ils rejoignent la coalition au pouvoir. Mais ça c'est encore, et je crois, on nous dit que dans ce pays, la presse est corrompue, la magistrature est corrompue, la police est corrompue, mais le problème vient de là. C'est la classe politique, la classe dirigeante qui est le premier problème. On parle de moraliser la presse, moraliser la police, moraliser la magistrature. Je crois qu'il faut commencer par moraliser la classe politique dirigeante. Parce qu'avec tout cet émiettement de partis politiques et pour des gens qui ne sont là que pour des postes ministériels en réalité, en fin de compte. On s'en rend compte. À chaque fois qu'il y a remaniement, à chaque fois qu'il y a formation du gouvernement, on voit que tout le monde aspire à être au gouvernement. Or, je dis, on peut servir son pays en étant cordonnier, en étant médecin, en étant professeur d'université, en étant menuisier. Si vous êtes menuisier et que vous faites travailler des jeunes, vous servez votre pays. Le ministre n'a pas plus de mérite que vous si vous êtes menuisier et que vous formez des jeunes Sénégalais à devenir des menuisiers. Est-ce que c'est là qu'il faut comprendre aujourd'hui, quand les gens ne sont pas nommés, on entend des cris, des réactions sur les radios, dans la presse, et dès que les gens sont nommés, on ne les entend plus. Mais justement parce qu'en réalité, le problème n'est pas celui de régler les problèmes de ce pays, c'est de régler des problèmes personnels. Et ça, je crois, on parle d'assises de la presse, d'assises de ceci, d'assises de l'aide, d'assises de l'éducation. Je crois qu'il faut commencer par les assises politiques. Si on ne moralise pas la vie publique sénégalaise, dans 50 ans, nous serons encore là à vouloir régler les mêmes problèmes qui ne se régleront pas. 200 partis dans un pays de quoi 12-13 millions d'habitants, c'est anormal. Vous avez vu la grande rigolade d'Obama lorsqu'il est arrivé et que le président a corrigé sur que non, c'était pas 100, j'en ai 200, parce que quelque part, c'est ridicule. Mais cela reflète juste, disons, la vision qu'ont les fondateurs de ces partis de la politique. Ils n'en ont pas une vision cohérente, cette ambition de faire quelque chose pour mon pays, un engagement à la preuve. C'est ce qui nous dit aujourd'hui. On vous dit que le Premier ministre était trotskiste, l'actuel ministre avait commencé par l'extrême gauche, sont tous devenus des libéraux. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de conviction. On est là pour être au pouvoir, s'enrichir et partir. Je crois que sérieusement, si les Sénégalais, et ça peut-être que la société civile et les médias ont un rôle à jouer dans ce secteur, on va nous accuser encore de tout et de rien probablement. Mais je crois qu'il faut appeler à une moralisation de la vie politique sénégalaise. Il faut que nos dirigeants soient plus conséquents parce que sinon, le signal qu'on est en train d'envoyer aux jeunes, c'est qu'il n'y a pas à avoir de valeur, il n'y a pas à avoir de conviction. Débrouillez-vous comme vous pouvez et puis allez faire ce que vous voulez. L'essentiel, c'est d'arriver au pouvoir. Omar, est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal n'est pas piégé par sa classe politique dans la façon dont elle gère le pays, comme l'a dit Tidiane, des gens qui créent des partis plus pour leur propre parti que pour le pays, que pour la patrie? Oui, Hassan, avant de répondre à cette question, vous me permettrez de mettre en perspective ce que je vais dire par rapport à l'explication que je vais donner tout à l'heure dans les rapports entre Réumi et la coalition. Parce que quand je lis le fonctionnement du système aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a un danger qui guette les partis qui sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Pourquoi? Parce que ce sont des partis qui ont soutenu le président qui est élu pendant 1 an, et maintenant nous sommes dans la deuxième année de législature. 2 ans après, ou 2 ans des maximum, toute formation politique qui continue à soutenir la majorité qui est sur place est comptable devant l'électorat sénégalais. Par conséquent, il n'y aura pas de discours politique aux prochaines élections. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui tapent sur la table aujourd'hui et critiquent le gouvernement ont intérêt à sortir de la coalition et à s'assumer. Pour en revenir à votre question, il faut partir de l'idée que je l'avais expliqué également, c'est par rapport à la conception que nous avons du pouvoir. Nous pensons que le pouvoir et je dirais même cette forme jouissive, il faut aller du pouvoir vers le pouvoir pour jouir, il faut aller pour se servir et non pour servir. Et là, les paramètres sont faussés dès le départ. Et les élites politiques africaines en général et sénégalaises en particulier ont brillé par leur incapacité à appréhender le réel.
sont-elles en phase avec les préoccupations, avec les besoins, avec les aspirations de la population? C'est une question fondamentale qu'il faudrait se poser. Parce qu'avant d'aller exercer des responsabilités politiques, il faut d'abord avoir une idée des problèmes qui traversent la société politique et des solutions qu'on aura à apporter. Parce que le plus souvent, quand on voit des gouvernants qui arrivent au pouvoir, ils sont débordés par les problèmes et la question qui se pose de savoir est-ce qu'ils avaient réfléchi? Vous avez entendu des ministres qui se disent c'est quand j'ai occupé tel ministère que j'ai appris l'État. Les rouages de l'État ne s'apprennent pas dans un ministère. Donc là, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est la société politique. Lorsque vous êtes nommé, les gens pensent tout simplement que vous devez d'abord satisfaire votre famille, votre entourage, votre ethnie et autres. Donc c'est la conception du pouvoir qui est une conception qui est biaisée. Vous avez vu la traque des biens mal acquis. Il est vraiment abject de solliciter ou d'exercer une fonction politique et de s'enrichir avec les biens publics. Ça ne peut pas se comprendre. Mais pourtant, les gens qui sont poursuivis sont quelque part soutenus par d'autres. Ça veut dire quoi? C'est la société politique même qui pose problème, c'est l'appréhension de la notion de pouvoir même dans nos sociétés qui nous pose problème. Tidiane, est-ce qu'au fond, justement, par rapport aux biens mal acquis, ceux qui prennent l'argent, le redistribuent aux populations qui sont pauvres, qui peut-être être leur propre argent, l'argent du contribuable, et sont soutenus par ces populations? Oui, non, elles ne sont pas soutenues par les populations, ils sont soutenus par leurs complices. Ok. Attention, je crois qu'il faut faire la part des choses. Si un monsieur est arrêté et que 10-15 personnes vont devant le tribunal pour aller le soutenir, ce sont les complices qui le soutiennent, ce n'est pas les populations. Les populations, je crois, de manière unanime, et le petit crédit qu'on peut accorder à l'ex-ministre de la Justice, si on peut le lui accorder, c'est peut-être sur ça. Et je crois que la popularité dont elle jouit, c'est parce qu'elle passe à son temps à dire que les gens qui ont volé l'argent public vont rembourser. Je crois que c'est ça. Les populations, les Sénégalais veulent que les gens remboursent. Maintenant, que d'autres soutiennent, c'est vrai qu'on a aussi des problèmes de fond dans cette société où si vous ne suivez pas la marche, vous pouvez être marginalisé. Mais je crois que quelque part, quand on est leader, quand on est au gouvernement, ce sont des choses qu'on doit pouvoir dépasser. Si on demande à des citoyens simples, encore une fois, je reviens au même problème. On ne peut pas demander aux policiers de ne pas être corrompus, aux magistrats de ne pas être corrompus si au plus haut sommet, les gens sont corrompus. Si l'agent des impôts voit que le directeur des impôts est corrompu, mais vous ne pouvez pas lui interdire, vous ne pouvez pas... Mais il y a un problème de société. Non, on a un problème de fond avec notre société. Mais là aussi, quand on dirige un pays, parfois il faut avoir du courage. On vient de célébrer les 50 ans du discours de Martin Luther King, et dans un de ses discours, justement, qu'est-ce qu'il disait? Que parfois, il faut avoir le courage de dire des choses ou de soutenir des idées qui vont à contre-courant de l'histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont dans une telle situation que la majorité, ceux qui vont bénéficier, vont toujours protester. Mais je crois que la majorité des Sénégalais auraient applaudi pour qu'on aille jusqu'au fond. Maintenant, il ne faudrait pas que quelqu'un se réfugie derrière le parti au pouvoir pour échapper. C'est ce qu'on a vu. On a vu des gens qui ne sont pas poursuivis, qui ne sont pas inquiétés, qui ne sont même pas nommés. Je veux dire qui ne sont même pas cités dans ces affaires-là, qui sont au contraire nommés à des postes et pourtant qui ont participé au même système de pillage de ce pays. Donc il y a un problème effectivement de société. Nous-mêmes, comme je dis tout le temps, c'est nous les citoyens d'abord. Si moi, j'avalise la corruption en tant que citoyen dans le petit secteur où je suis, bon, effectivement, c'est carte blanche pour que toute la société soit ainsi. Et là, c'est le problème du leader, justement, c'est de voir qu'il y a des problèmes qui ne marchent pas dans cette société et de les corriger. Si on n'arrive pas à cela, on aura beau parler. Est-ce que la pauvreté dont on parle des populations le justifie? Des gens qui sont dans des difficultés, à qui on vient de l'argent, qui l'acceptent? Voilà. Un exemple que j'aime donner aux étudiants en journalisme, c'est que vous voyez quelqu'un qui gagne 100 000 francs. Vous lui donnez 200 francs pour le corrompre sur un petit truc, il vous dit j'en ai pas besoin. Vous lui donnez 1 million, il vous dit j'en ai pas besoin. Il se contente de ces 100 000 francs parce qu'il y croit. Il croit à la vertu, il croit à l'argent qu'il a gagné à la sueur de son front. C'est une valeur, ça n'a rien à voir. Et ensuite, vous voyez quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il faut. Il est haut fonctionnaire du gouvernement sénégalais, il gagne 5 millions, on vient le corrompre avec 200 000, il accepte. Il est déjà multimillionnaire, il est déjà milliardaire, on vient le corrompre avec 2 millions, il accepte. Je crois qu'il y a ça. Mais ça, c'est toute une éducation. Il faut et pour que ça se fasse, il faudrait... Et je crois que quand les Sénégalais ont chassé le président Abdoulaye Wade,
une des choses que les Sénégalais revendiquaient, c'était cela. La bonne gouvernance. C'était la bonne gouvernance. Je crois que le gouvernement en place, parce que les Sénégalais avaient compris que ça ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas tout le temps corrompre. Si la corruption marchait, Abdoulaye Wade aurait gagné l'élection. Les gens ont pris l'argent peut-être, juste par... Certains ont pris en disant, bon, écoute, je prends, je vote contre lui. Donc, il faudrait que l'on comprenne, et c'est ça le rôle qu'on attend d'un dirigeant, c'est d'avoir le courage. Mais si à chaque fois on est là à dire, oui, la prochaine élection, oui, celui-ci il me soutient dans le Fouta, celui-ci il me soutient à Fatick, l'autre il me soutient à Linguère, ben, on ne prendra jamais des décisions courageuses. Or, quand on parle de rupture, quand on parle de diriger un gouvernement, ça demande des décisions courageuses. N'oublions pas que Thomas Sankara, lorsqu'il est venu au pouvoir dans un contexte beaucoup plus difficile en 1984, il a réussi à courber la corruption, à mettre fin à la corruption. Si ça a repris, c'est peut-être aujourd'hui avec le régime actuel. Mais de son temps, ça avait fini parce qu'il y avait tolérance politique, tolérance zéro. Donc, y compris pour la petite corruption. Grâce à ses efforts, il avait réussi à assurer la sécurité alimentaire. Dans un pays du Sahel où on disait que rien ne pousse, c'est sec. Il a réussi à mobiliser les gens et à travailler. Je crois que quand un pays traverse une certaine crise, un leader qui vient, qui leur propose autre chose, je crois que les gens sont prêts à accepter. L'autre anecdote que j'aime donner, c'est qu'en 2000, si Abdoulaye Wade avait dit aux Sénégalais que 50% d'entre vous acceptent d'être sacrifiés, égorgés pour que les 50 autres pourcents vivent mieux, les gens étaient tellement fatigués qu'ils auraient accepté. Je crois que c'était à peu près valable pour ce régime, pour ce qui est de la bonne gouvernance. On a vu les ressources du pays tellement pillées que les gens étaient prêts à n'importe quel sacrifice pour qu'on mette un point final à la corruption. Malheureusement, on a vu que ça a repris de plus belle. Justement, cette question bien précise, on a vu quand même des leaders religieux aussi dire aujourd'hui que rien ne va parce que peut-être qu'ils n'ont plus de sac d'argent qu'on a amené. Oui, mais moi je pense que c'est par rapport à une logique de système. On a fonctionné pendant très longtemps avec cette forme de prébende, de rétribution, de redistribution de la manne financière, au point qu'il y a des secteurs de la société qui pensent qu'il ne faut pas travailler, il faut rester, tendre la main et puis avoir de l'argent. Et ce qui est grave dans la société sénégalaise, et c'est ça aussi la nécessité de questionner l'imaginaire collectif. Lorsque les gens vous disent « Khalis kenn du ko liggéey, dañ ko lijjanti », vous voyez, c'est l'un des paramètres de fonctionnement de la société qui fausse tout. C'est-à-dire que dans notre société, les gens acceptent le fait d'avoir de l'argent sans travailler. Donc l'argent n'est pas une valeur qui est le fruit du travail. Et ça, c'est dangereux. Il le disait tout à l'heure, il appartient aux élites politiques de tirer vers le haut pour que la population puisse suivre. S'il n'y a pas de modèle de référence, s'il n'y a pas d'exemple dans la société, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, au Sénégal, le constat est fait, il y a une crise sociale, il y a une crise des valeurs et les modèles de référence ont tombé. L'instituteur, le marabout, tous les référents traditionnels qui permettaient de dire voilà les figures emblématiques de la société, les cadres de référence sur lesquels on pouvait s'appuyer, il n'y a plus ça. Donc il y a une défiance permanente vis-à-vis de l'autorité, une défiance permanente vis-à-vis des cadres normatifs ou bien des cadres de référence de valeur. Et à partir de ce moment-là, vous voyez les jeunes comme ils montent en puissance à partir de certain nombre de mouvements. Et ce qu'ils mettent en avant, c'est quoi? Une autre façon de gouverner, une autre façon de voir les choses. Donc la bonne gouvernance est mise en avant même par plusieurs associations, par plusieurs groupes sociaux. Ça veut dire quoi? Le constat est fait que la société ne peut plus fonctionner sur ces paramètres-là. Et comme le constat est fait, il faudrait que les gouvernants prennent en considération cet aspect-là, sinon ça ne pourrait pas marcher. Mais il le disait tout à l'heure, si l'élite est corrompue, ça ne peut pas marcher. Parce que lorsqu'on donne le mauvais exemple, on ne peut pas se servir de cadre de référence pour une société pour que ça puisse se développer. La bonne gouvernance s'accompagne aussi d'une économie saine. Aujourd'hui, on a vu le nouveau gouvernement, ils ont mis en place un nouveau ministre des Finances et un nouveau ministre chargé du budget, le couple Ba-Cissé. Au niveau de comme on disait, Sakhoulou, mais est-ce que je pense que l'option prise économique de ce gouvernement est la bonne? Vous avez oublié le ministère du Plan. Du plan aussi. Vous avez oublié le ministère des Investissements. Mon cher, on est dans l'amateurisme pur. Je ne suis pas économiste. Mais je vous dis, un gouvernement efficace n'a pas besoin de tous ces ministères-là. Vous allez aux États-Unis, je crois, si je ne me trompe, je crois qu'ils sont à 8 départements, à peu près. 8 départements, et ça fonctionne bien. On n'a pas besoin... hier, j'ai discuté avec un économiste, justement, et il me disait, parce que je lui demandais, justement, qu'est-ce qu'il pensait de ce nouveau ministère du Plan, parce qu'il se disait, c'est enfin bien qu'il y ait un ministère du Plan, et je lui disais que non, attention, c'est trop tôt de dire que c'est bien. Attendons que ce ministère travaille, et que ce ministère du Plan nous fournisse des résultats. Il me dit qu'effectivement, vous avez raison. Attendons que je vois la répartition des différents ministères. Et quand justement on a eu accès à ce document, sa première chose, c'était une déception.
C'était un gouvernement vidé de son sens. Donc, on crée des ministères, encore on revient à la même rengaine. On crée des ministères pour caser de la clientèle politique. On ne crée pas un ministère pour qu'il travaille. Et comme je vous dis, dans ce pays, 12 millions d'habitants, on n'a pas besoin de 30 ou 31 ministères. On a beaucoup moins de ministères, beaucoup plus efficaces, qui concentrent tout un secteur d'activité entre une seule main. Ça facilite la coordination. Parce qu'on est passé de 25 à 32, hein? Oui, la promesse électorale. Et probablement, quand les locales vont approcher, il se peut fort bien qu'on aille à 35, à moins qu'ils ne nous entendent et qu'ils disent, bon, on n'ose pas. Mais si on laisse aller, ce sera exactement comme Wade, on commence par peu, et puis ça s'étend, je crois, avec Wade, on était arrivé à 40. C'est ça le problème. Donc, le couple bas, si c'est comme je dis encore une fois, on est dans un pays où les grosses décisions, c'est le président de la République. C'est bien qu'il aille faire effectivement du lobbying au niveau des grandes puissances, qu'il leur parle franchement, mais je crois là où il doit aller faire du lobbying, c'est au niveau de nos organisations sous-régionales, au cas où il nous a parlé. La CEDEAO, l'UEMOA. C'est là-bas, je crois qu'il doit trouver des alliés, parce que le problème de fond, c'est quoi? Il nous faut départir sur le plan économique de la gouvernance des institutions financières internationales. Il y a quand même un document extraordinaire qui a été fait par l'UEMOA qui s'appelle Vision 2020 avec le mot de la Loum, entre autres, qui avait travaillé sur ce document-là. Est-ce que vous pensez que ces genres de choses-là, ces organisations, peuvent apporter quelque chose à nos pays? Moi, je crois aux solutions africaines, aux problèmes africains. Les économistes sérieux vous diront l'aide n'a réglé aucun problème dans aucun pays. Tout le monde connaît le livre de Dambisa Moyo. Nous avons besoin de l'aide qui nous fait passer de l'aide. Voilà, donc Dambisa Moyo a écrit récemment un livre, c'est une Zambienne je crois. Elle a écrit un livre assez fort sur la question de l'aide. Aucun pays du monde ne s'est développé par l'aide. Donc que la Banque mondiale, le FMI soit là pour nous dire que vous allez vous développer grâce à nos aides, faites ceci, ne subventionnez pas votre éducation, ne subventionnez. Or, on sait que tout investissement dans l'éducation, dans un premier temps, on peut dire que c'est un secteur non productif. C'est rentable après. Mais en fin de compte, ça vous crée, comment on dit, les capacités humaines, ça vous donne des ressources humaines capables d'impulser votre économie vers l'avant. On a vu ce que l'Inde a fait avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En ayant formé une grande masse de gens compétents dans ce secteur, ils ont eu. Mais tant que la Banque mondiale sera là à nous dire ne subventionnez pas votre agriculture et on va vivre de quoi, on va aller... Mais le gouvernement va au mois d'octobre au Club de Paris pour chercher 5 milliards de francs CFA. On va continuer à exporter du riz. Importer du riz au lieu d'en produire. Alors que si on donnait aux paysans de la Casamance, à nos parents du Fouta, à tous ces gens, aux gens qui sont dans le Sine, les capacités de produire suffisamment de céréales, le pays peut-être pourrait se nourrir. Or, tant qu'on suit, donc je crois que la bonne chose, c'est de trouver des alliés au niveau africain pour mettre fin à la gouvernance de nos pays par les institutions financières internationales. Tant que la Banque mondiale, et ça je vous l'ai dit, la Banque mondiale, le FMI sont là, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on sera encore en train de chercher des solutions. Ce qui les intéresse, c'est ouvrir nos économies pour les grandes puissances étrangères, les grandes firmes multinationales. N'oublions pas que la Banque mondiale a une branche IFC, AFC International Finance Corporation, qui finance toutes ces multinationales des mines qu'on accuse de ceci et cela, qui finance les gens qui vont dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'accaparement des terres. Tout cela, ce sont les mêmes gens qui viennent vous dire non, ne subventionnez pas votre agriculture, ne subventionnez pas votre éducation. On n'a pas de ressources, on n'en a pas beaucoup. Or, un pays, il fonctionne avec les richesses qu'il produit. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est la grosse masse salariale qui, en réalité, n'est grosse que parce que, justement, il y a une inflation de ministères, une inflation d'agences, une inflation de fonctionnaires payés beaucoup plus que ce qu'ils ne doivent payer, tout juste parce qu'ils sont au parti au pouvoir. Donc, les problèmes de fond de notre économie, c'est effectivement là qu'il nous faut une rupture, une vraie rupture. Et la vraie rupture, ce sera d'avoir le courage. Je sais que c'est difficile, je ne dis pas que c'est facile. Mais quand on aspire à diriger un pays et que ce n'est pas les 8 milliards qu'on a dans un compte en banque qui vous intéresse, je crois que c'est aussi ça. C'est avoir le courage de prendre des décisions. C'est ça, diriger un pays. Il ne s'agit pas juste de faire de beaux discours et de promettre monts et merveilles. Comme l'a dit Tidjane, il y a Joseph Stiglitz, un ancien de la Banque mondiale, qui avait sorti un livre, La Grande Désillusion, en disant que la Banque mondiale et le FMI n'ont jamais développé un pays. Et il vient d'avoir
d'appuyer sur la thèse qui avait été développée. Et je pense que le Sénégal est capable de rupture par rapport aux institutions internationales. Je pense que ça, c'est un problème très difficile. Pourquoi? Parce que les gouvernants ne réfléchissent pas à partir des ruptures fondamentales qu'il faut opérer pour que le pays puisse avancer. L'exemple qu'il a donné, c'est un exemple très pertinent. C'est-à-dire les institutions financières internationales, avec leur aide, n'ont jamais développé un pays. Deuxièmement, cette idée-là, il faut la mettre en corrélation avec une autre idée très importante, il me semble, dans l'analyse, c'est-à-dire qu'aucun pays ne s'est développé à travers une monnaie étrangère. D'où la nécessité de poser la problématique de la monnaie sur la table. Le franc CFA. Le franc CFA. Aucun pays ne s'est développé à travers ça. Et plus on avance, plus ça sera un goulot d'étranglement pour les populations africaines. Deuxièmement, en ce qui concerne la situation économique du pays, moi je pense que la situation économique n'est pas très catastrophique. Donc on peut appuyer sur certaines touches du clavier pour que les choses puissent marcher. Mais moi mon problème se situe ailleurs. C'est-à-dire on nous a parlé de vision économique. Moi je pense que la vision, elle est peu pertinente, elle est peu cohérente par rapport à un certain nombre de facteurs. Je n'ai pas vu une vision qui est déclinée en des termes stratégiques ou bien en des termes stratégiques avec des objectifs clairs, des objectifs précis, orientés sur un certain nombre de secteurs. Deuxièmement, les gouvernants doivent avoir également le courage de dire la vérité au peuple. C'est-à-dire que les économies modernes ne peuvent plus assurer le plein emploi. D'où la nécessité d'assainir l'espace économique, de favoriser l'éclosion, je dirais même, d'entreprises et de secteurs privés performants permettant de résorber une grande partie de la masse salariale. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu la création de dizaines de milliers d'emplois, par exemple, dans le domaine de la sécurité ou ailleurs. Ce n'est pas ça qui va résorber la question de l'emploi dans le pays. Un autre aspect de la question, c'est l'agriculture. Il me semble que ce secteur-là n'est pas exploité au maximum. Mais le gouvernement en parle de l'agriculture. Est-ce que vous pensez que l'option prise est la bonne ou pas? Non, pour moi, l'option prise n'est pas la bonne. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas un programme agricole très performant, ficelé avec des structures mises en place qui peuvent même utiliser les jeunes, les ambulants et autres. Je vis qu'il y a, comment on appelle ça, des vacances citoyennes. Je me suis dit, voilà une bonne idée qu'il faudrait exploiter pour pousser les jeunes vers l'agriculture. N'ayons pas peur d'avoir des champs collectifs dans lesquels on va faire une production locale qui nous aidera, nous aussi, à résorber notre déficit. Mais est-ce que les jeunes aussi acceptent d'aller faire l'agriculture? Parce qu'on entend l'appel de Khalifa Général de Mouride en disant les jeunes n'ont qu'à travailler la terre, mais ils continuent à se concentrer à Dakar. Mais les gouvernants peuvent créer un système d'intéressement qui feront que les jeunes s'y retrouveront. Parce que vous n'allez pas passer votre temps dans l'agriculture alors qu'à la fin du mois, vous n'avez rien. Donc le problème se situe là-bas. C'est-à-dire, s'il y avait une réflexion de fond avec un plan cohérent, je pense que ça pourrait marcher. Tidiane, par rapport à cette question d'agriculture? Absolument. Je crois que l'agriculture, les producteurs d'oignons de la vallée ou ceux qui ont les orangers, les fermes où il y a les oranges, qui sont concurrencés par les Marocains maintenant, qui viennent s'installer. Mais justement parce qu'ils n'ont même pas les moyens de les amener à Dakar. Vous êtes cultivateur à Kolda, pour amener votre production à Dakar, c'est un problème. Là où se trouvent les consommateurs, vous êtes producteur dans le fin fond du Fouta, pour amener votre production. Je crois c'est tout un ensemble. Et c'est pour ça que je dis un gouvernement, c'est un ensemble. C'est pas en multipliant et les programmes, et les agences, et les ministères qu'on règle les problèmes. C'est en ayant une petite équipe efficace qui peut s'entendre pour décliner une vision que ça pourra marcher. Et parce que on pourra développer l'agriculture, mais il faudra bien acheminer la production. S'il faut exporter cette production au cas où on a des surplus, on est loin de ça pour le moment, il faudra pouvoir exporter. Il y a des pays qui sont demandeurs de certaines productions agricoles où on peut exporter. Mais je crois que c'est tout ça. Il faut des routes, il faut un bon système de transport, il faut un bon système de conditionnement. Comme il disait, vous ne pouvez pas aller dire aux jeunes de retourner dans le village, alors que dans le village, le travail, c'est 3 mois. On dépend encore grandement de la pluie. Est-ce qu'on a mis suffisamment d'investissement dans ce qui vient avant? Suffisamment d'investissement pour que quand les jeunes agriculteurs viennent, qu'ils travaillent sur l'année et qu'ils puissent produire suffisamment. Je crois que c'est ça. Bon, notre ancien président, c'est vrai que il n'était pas le seul. Il avait quelque part ses petites folies, mais son histoire de plan rêvage, je crois que c'est des choses comme ça qu'il faut. Maintenant, il ne faudrait pas que ça devienne, parce que ce qu'on a vu, que ça soit un truc politicien. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a donné ça à des ministres, à des chefs religieux. Il faut qu'on donne ça à ceux qui ont besoin de travail. Parce que, comme il disait tout de suite, c'est pas avec 10 000. On nous a promis 500 emplois durant le mandat. Avec 10 000 multipliés par 5 ou même 7, on est à 70 000 emplois. Attends, soyons sérieux. Or, on vous dit qu'il y a 375 PME qui ont fermé. C'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. En tout cas, le chiffre a été sorti, a été circulé. Si vous renforcez ces PME-là,
Si vous renforcez ces PME-là, chaque PME... C'est même dire qu'au Sénégal, il n'y a pas de PME, c'est les TPE. Peut-être, oui, peut-être même les TPE, même les petites et moyennes. Mais je veux dire que il faut travailler avec les réalités du pays. Il faut arrêter de rêver. Aussi, on a dans un pays où même c'est le système informel, c'est l'artisanat, le mécanicien de quartier, ce sont ces gens-là qu'il faut renforcer. Voilà un créateur potentiel d'emploi. Pourvu qu'il soit aidé, pourvu qu'il soit porté vers le haut. Le petit menuisier du quartier, ces gens, si on leur donne suffisamment de ressources et qu'on les encadre, qu'il y ait un bon encadrement, mais qu'est-ce qu'on voit? Même quand on crée un fonds pour l'emploi des jeunes, ça devient politique. Quand on crée une agence pour le développement de l'entreprise, vous voyez, il ne s'agit pas... c'est pour aider des gens du parti. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et si on a enlevé Wade, c'est pas parce qu'il n'avait pas des idées. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il nous bourrait d'idées, mais qu'au fond, il ne réalisait rien. Que toutes ces idées étaient juste pour son clan, son parti et sa famille. Donc, ce sera la même chose. Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait, je ne sais pas si je traduis bien la formule en français, ça va marcher, que occupez-vous du bon gouvernement, les élections se feront d'elles-mêmes. Mais ici, malheureusement, c'est le contraire. Les gens pensent tellement, du moment que ce qui les intéresse, c'est le pouvoir, c'est le fauteuil sur lequel ils sont assis, toute la réflexion, y compris l'arbitrage dans la nomination des ministres, l'arbitrage dans la création des structures, tout est fonction de l'électorat. Ça ne marchera pas. J'ai vu qu'il est allé... Je n'ai absolument rien contre Fatick, et c'est normal que Fatick, qui est une ville sénégalaise, se développe. Mais vous êtes président de la République, le premier gros investissement que vous voyez, c'est annoncé sur Fatick. Ce sont ces genres de problèmes. Est-ce que c'était pertinent? Je ne dis pas que ce n'était pas pertinent, mais le signal n'est pas le bon. Ça veut dire au ministre, oui, allez-vous... Non, on construit une nation. On ne peut pas le construire avec des calculs électoralistes à longueur de journée. Justement, il parlait de l'emploi des jeunes. Il y a un reportage qu'on a suivi ici sur la RFM. C'est des jeunes qui sont à Paklambaye, qui réparent tout. Les ordinateurs, qui réparent les téléphones portables. Est-ce que ces jeunes-là, aujourd'hui, ils ne peuvent pas être appuyés, encadrés, pour qu'ils puissent devenir peut-être une Silicon Valley sénégalaise? On ne sait jamais. Oui, mais les jeunes sénégalais sont des jeunes qui sont ingénieux. Ils se battent, ils sont courageux. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut trouver un cadre nécessaire qui permet au moins de les structurer et de les aider. Mais s'ils n'ont pas ce cadre-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la débrouillardise. C'est là où se situe le problème fondamental. Et il n'y a pas longtemps, c'était avant-hier que je croisais des jeunes qui avaient la moitié d'un sac d'arachides. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était en pleine rue. Ils ont allumé le feu, ils ont mis une grande poêle et ils ont grillé les arachides. Et quand j'ai demandé, ils me disaient que c'est ça notre gagne-pain quotidien. On se sert de ça pour aller vendre des arachides. Ça veut dire quoi? Au bas de l'échelle sociale, il y a, comment on appelle ça, de l'ingéniosité, de la créativité. Des gens développent des stratégies de survie. Et comme ce sont des stratégies de survie, il appartient à l'État, en quelque sorte, de les aider à trouver au moins quelque chose sur lequel ils peuvent s'appuyer pour essayer d'avancer. Mais est-ce que le projet annoncé par le gouvernement, par exemple le FONGIP, peut servir justement à financer ces petits vendeurs qui sont dans les quartiers, ceux qui tiennent les familles? Mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, si c'est orienté vers des préoccupations électoralistes ou politiques, je vous dis, moi, peut-être que c'est pas bien de parler de soi-même, il y a combien d'entrepreneurs qui sont là, qui travaillent dans le secteur privé? Si vous n'êtes pas militant d'un parti politique qui est au pouvoir, vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas aidé, vous ne bénéficiez d'aucune subvention. Au contraire, on va envoyer le fisc chez vous, bon, sauf si c'est la presse, bien sûr. Parce que justement, il faut nous corrompre. C'est de la corruption. Et tout ça, je crois que tout ça, c'est pas parce que la presse en bénéficie qu'il ne faut pas en parler. C'est de la corruption. Absolument. C'est de la corruption. Passive ou active, ou quoi on peut l'appeler, c'est de la corruption. Pourquoi il ne le fait pas pour les autres entreprises qui créent plus d'emplois? Il y en a. Pourquoi on ne le fait pas pour des industries qui créent des emplois? Pourquoi on ne fait pas une amnistie fiscale et on le fait pour la presse si on voit les montants qui sont concernés? Je crois que c'est ça le problème de fond. Il ne faudrait pas créer des agences ou des fonds juste pour... comment on le dit, pour satisfaire une clientèle politique. Pour que ça serve le pays, il faut qu'on aille là où se trouvent les entrepreneurs, qu'on regarde quels sont leurs besoins réels, peu importe qu'ils soient d'un parti au pouvoir, parce qu'en fin de compte, ce sont ces gens-là qui vont créer des emplois. C'est le Sénégal, en fait. S'ils sont soutenus. Mais s'ils ne sont pas soutenus et qu'on ferme leur entreprise parce qu'ils sont dans l'opposition ou bien parce qu'ils ont des points de vue critiques par rapport au gouvernement, ma foi, mais écoutez, on va perdre. Au lieu de créer des emplois, on va en perdre. Et je
crois que les gens, ce gouvernement, il doit être tenu sur ces 5, je crois que c'est 500 000, je ne me trompe pas, qui nous ont été promis. Ils seront tenus comptables. À la fin, si les jeunes restent des chômeurs et qu'on voit que c'est 10 000 emplois après, en fin de compte, qu'on nous amène par an, je vous dis, on est très loin du compte. 10 000 multiplié par 7, si le mandat va à 7 ans, on est à 70 000. Absolument. On est très très loin du compte. Et quel genre d'emploi en plus? Quel genre d'emploi? Que faites-vous de tous ces jeunes qui sortent des universités et de tous ces jeunes qui ont fini leurs études? Et il faut bien qu'on trouve une solution par rapport à cela. L'autre question aujourd'hui, c'est la présence de Sidiki Kaba dans le gouvernement du ministère de la Justice. On a entendu beaucoup de sorties par rapport à cela. C'était une réponse à ces anciennes déclarations qui ont fait qu'aujourd'hui, il juge qu'il ne doit pas être à la place où il est. Oui, mais là, c'est un problème tout à fait complexe, parce qu'il y a 2 niveaux de lecture qu'il faut faire de la question. Le premier niveau de lecture, c'est qu'on part du principe que c'est un monsieur du Sérail qui connaît bien le milieu judiciaire, qui a une compétence et une renommée nationale et internationale. Donc, dès l'instant qu'il est nommé, le premier réflexe, c'est de dire quoi? Il faut le laisser travailler, on va le juger au résultat. Mais à côté, il y a d'autres qui lui reprochent ses prises de position antérieures. On peut en tirer qu'on ne peut pas lui reprocher des prises de position qu'il a eues parce qu'il n'était pas aux fonctions ministérielles. Mais la question devient beaucoup plus complexe, parce que c'est sur des questions de valeur. Vous voyez, c'est sur des questions de normes sociales. Parce que pour être à tel ou tel poste de responsabilité sur le plan international, il faut cautionner et tenir un type de discours. Et ce type de discours-là, il reflète d'un certain nombre de valeurs. Prenez l'exemple de l'homosexualité. L'homosexualité, c'est une norme sociale tolérée dans les sociétés occidentales et européennes. Et il l'a défendue parce qu'il peut y avoir une telle posture. C'est l'expression de ses convictions. Parce que les gens peuvent le respecter. Il a expliqué que c'était la position de la Fédération internationale des droits de l'homme qu'il dirigeait. Non, ça, d'une certaine manière, c'est un peu choquant même cette réponse-là, dans la mesure où ça veut dire qu'on prend des positions qui ne sont pas l'expression de vos convictions personnelles. Et demain, vous êtes prêt à, je dirais même, changer de posture pour profiter de manière opportuniste d'autres postes de responsabilité, et vous pouvez tenir aussi un autre type de discours. C'est la raison pour laquelle, moi personnellement, ça ne me gêne pas, parce que j'ai vu le monsieur dans des instances internationales et sa posture me convient. Je peux dire, il faut le laisser travailler et on va les juger au résultat. Mais à côté, pour ceux qui le critiquent, il faut essayer aussi de comprendre le sens de la critique. Et cette critique-là, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, c'est une critique qui tient sur la table quand on le mesure. Non, absolument. Je crois, nous avons tous du respect, de l'admiration pour M. Sidiki Kaba. Tous, je crois. Enfin, en tout cas, tous les Sénégalais. Parce que quelque part, il a porté le nom du Sénégal très haut. C'est comme votre patron. Quelque part, quoi, on peut tout leur reprocher. C'est des gens qui ont porté le nom. Oui, Youssou Ndour. Non, je veux dire que ce sont des gens qui ont porté le nom du Sénégal à l'étranger. Quelque part, on est tous fiers. Si vous allez à l'étranger, si vous dites Sidiki Kaba, il est connu, il est respecté. Ça, c'est une chose. Maintenant, le problème de fond, et je crois, c'est que il y a d'abord ceux qui ont posé, en plus des problèmes qu'il a posés, le problème du conflit d'intérêts. On ne peut pas, il y a 3 ou 4 jours, être là à défendre Boubou Bourgi, à critiquer la cour qui le poursuit, et le lendemain, juste parce qu'il y a une nouvelle poste. Et c'est ça que je dis. Est-ce qu'on vit pour un poste ministériel ? Est-ce que le sens de notre vie, c'est de devenir ministre? Notre vie doit avoir un sens au-delà des positions que nous occupons. Et on doit sentir un continuum. Et c'est ces choses-là, je crois, qui fait problème. Je dis, un Sidiki Kaba aurait pu continuer à vivre, à exister, à être respecté sans avoir eu ce débat. Est-il à sa place? Ne l'est-il pas? Moi, je crois qu'il n'est pas à sa place. Quand on a défendu pendant tout ce temps un certain nombre de valeurs et qu'un président a eu le courage, il faut le lui reconnaître, de dire que ces valeurs-là ne font pas partie des valeurs de notre société et que ce président est applaudi par la société sénégalaise, je crois on doit avoir le courage de dire que non, ma position ne me permet pas d'entrer dans ce ministère-là. Mais si on ne vit que pour être ministre, si on croit qu'on est utile à son pays ou à sa communauté ou à sa famille, parce que je crois que parfois c'est plus cela que être utile à son pays, je crois qu'il y a quelque chose qui dérange. Moi, il y a quelque chose qui me dérange fondamentalement, et je crois que Sidiki Kaba aurait pu continuer à jouir du respect du Sénégalais sans avoir à être mêlé à ce débat. L'autre problème de fond que les gens ont soulevé, El Hadji Diouf, c'est vrai que comme notre ministre de la Justice, il parle beaucoup, mais il l'a dit, c'est le dossier après. Le Sénégal, quoi qu'on dise, c'est le Sénégal qu'il a, et c'est par le
le ministère de la Justice, qui est le ministère de tutelle dans cette affaire. Donc, il y a des choses, je crois, il faut savoir parfois défendre ses convictions et ne pas juste aller à la table parce qu'on vous invite à la soupe. Si les Sénégalais ne savent plus dire non, je crois que c'est un mauvais signal, je dis, qu'on est en train d'envoyer. Ça veut dire que dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, soyez mon opposant le jour où je vous dis venez et que vous venez. Je crois que c'était pas la peine. Il faut savoir, est-ce qu'on a quelque chose qu'on veut faire? Surtout que je rappelle ce que je disais au début, on est dans un pays où c'est le président qui, en définitive, décide. Je crois, ça c'est le problème de fond. On n'est pas dans un régime où le gouvernement, dans un régime où le gouvernement a ses présidentielles. On n'a pas le régime où le Premier ministre décide. Donc, pour régler ces questions-là dont tu parles, est-ce qu'il faudrait parler dans des réformes qui feraient qu'aujourd'hui, qu'il y ait un équilibre de pouvoir, que l'Assemblée nationale puisse avoir sa voix, que le président ne soit pas aussi omniprésent sur tous les secteurs? Oui, mais juste par rapport à sa réponse tout à l'heure sur la CREI, il faut ajouter le fait que l'arrivée de M. Kaba ne rassure pas quant à la position du gouvernement sur la poursuite de la traite des biens mal acquis. Pourquoi? Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de nous préparer à un changement ou à un assouplissement de sa position sur cette question-là? On peut se poser la question. Il y a les médiations pénales qui semblent avoir démarré aujourd'hui. Voilà. Est-ce que le gouvernement ne voulait-il pas mettre la pédale douce? C'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, par rapport aux réformes, on l'a dit, c'est une société en pleine mutation. Mais il y a un cadrage, il y a des réformes nécessaires qu'il faut opérer, tant sur le plan institutionnel, avec la CNRI, mais également sur l'octroi de la décentralisation et aussi sur la gouvernance publique en général avec la bonne gouvernance et autres. Donc, il y a un programme de réforme qui est mis en avant. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quoi? C'est cette logique de système avec laquelle on a fonctionné depuis 1960 à nos jours. Et pour s'en sortir, il faut des réformes en profondeur. Mais est-ce que les autorités que nous avons aujourd'hui ont le courage de porter ces réformes et de montrer des ruptures? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit comment fonctionne l'institution parlementaire, l'institution judiciaire, c'est toujours à travers les mêmes canevas. Vous êtes député, vous avez vu durant la campagne pour les législatives, plusieurs députés ont dit, dès que vous m'élisez, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai cela. Mais à l'intérieur du Parlement, l'organisation du travail parlementaire fait que le député n'est pas assez autonome pour prendre des positions audacieuses, parce qu'il est neutralisé par les textes. Vous allez voir la même chose. Donc il faut changer fondamentalement les textes qui organisent le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Non seulement de l'Assemblée, mais des autres institutions. Vous prenez l'institution judiciaire, c'est pareil. L'exemple de la Cour constitutionnelle, de la justice constitutionnelle sur laquelle j'ai travaillé ces derniers temps, montre réellement la nécessité d'une réforme en profondeur de l'institution. Si vous prenez la justice dans sa globalité, les principes qui permettent d'organiser le fonctionnement, c'est la séparation des pouvoirs, l'inamovibilité des magistrats, etc. Mais le texte de 92, qui prévoit le statut de la magistrature, pose le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège. Et le même texte organise la mise en cause même de cette stabilité et de cette disposition en mettant en exergue l'idée selon laquelle les magistrats du siège peuvent être mutés sur nécessité du service. Et la notion de nécessité du service n'est pas définie par les textes. Mais ça veut dire quoi? C'est une façon de les manipuler. Hein. Ça veut dire quoi? Vous ne plaisez pas à l'autorité ou bien vous manifestez des velléités d'indépendance. L'autorité peut s'en servir pour vous soumettre, pour vous dominer, pour vous mettre où est-ce qu'elle voudra. Donc, ça veut dire que les textes proclament des principes, mais en même temps organisent de façon soudine une mise en cause de ces principes. Est-ce que ce n'est pas ça justement le problème du pays? Les textes disent des choses en disant en même temps le contraire de ce qu'ils disent. Oui, bon, peut-être ça, c'est comme on a un juriste en face, ils peuvent aussi se pencher sur le problème du pays. Mais je crois que plus qu'un problème de texte, on a un problème d'hommes. On a tous vu comment le peuple s'est mobilisé pour chasser Abdoulaye Wade. Malheureusement, on s'est retrouvé dans une situation où il a fallu élire un président par défaut. Et c'est malheureusement un président qui est également, ne l'oublions pas, comptable du régime de Wade et qui vient d'avouer lui-même, c'est lui-même qui l'a dit, je pense, j'ai pas mal lu dans la presse, qu'il a bénéficié des privilèges du problème Wade. Donc je crois que c'est plus un problème d'homme. Et sérieusement, les gens peuvent espérer. Moi, je dis, ce qui nous dirige aujourd'hui, je ne vois pas la grande différence avec ceux qui étaient là hier, parce qu'en réalité, ce sont les mêmes hommes. Mais si on regarde de façon globale, est-ce que ce n'est pas les mêmes qui étaient là depuis 50 ans, qui font le pays, qui tournent et qui retournent? Si vous dites que Abdoulaye Wade a flirté avec le PS et que Macky Sall, c'est le fils de Wade, qu'il a été formé par Wade quelque part, et que Idrissa Seck, vous vous direz que finalement, ce sont les mêmes gens qui s'activent dans la politique de ce pays. Mais comment faire justement la rupture fondamentale? Est-ce qu'il faut que les jeunes montent au créneau?
faire. Les jeunes vont monter, peut-être que ça prendra du temps. Si vous voyez aujourd'hui, je crois qu'il y a une citoyenneté qui se manifeste de plus en plus. Il y a des gens qui sont hors des partis et peut-être qu'il faut trouver les moyens de parler ces voix-là. Il y a des voix indépendantes, on en a besoin, fortes, qui doivent s'exprimer. Et ça, je crois que les médias aussi ont la démocratie. joué. Il faut que ces gens-là puissent s'exprimer parce que finalement, ce n'est pas Macky Sall ou son Premier ministre qui vont développer ce pays, ce sont les Sénégalais qui vont le développer. S'ils savent qu'il y a une surveillance et qu'aux prochaines séances électorales, ils n'ont pas tenu les promesses, ils seront virés, je crois qu'à la longue, quelque part, ça permettra de construire le pays. Mais en tant que dirigeants, ils sont tenus comptables. Tant qu'ils sont là, on doit les tenir comptables et c'est à eux d'impulser les ruptures. On ne peut pas nous bombarder de littérature, gouvernance vertueuse, rupture, alors qu'au fond, les pratiques restent les mêmes. Et je crois que c'est ça. Maintenant, les citoyens, moi je dis, les citoyens ne doivent pas se tromper. C'est à eux de surveiller. S'il n'y a pas de surveillance citoyenne, les politiciens de ce pays, on les a vus, il y en a très peu qui ont des valeurs fermes, qui ont des convictions profondes. Il y en a très peu pour lesquels les Sénégalais ont du respect aujourd'hui. C'est très clair, Sénégalais, vous les avez élus, surveillez-les pour qu'ils respectent les engagements qu'ils ont pris avec nous. Merci d'avoir été avec nous dans Remue Ménage. Je rappelle que j'étais avec Amadou Tidjansi, journaliste et directeur de l'EGICOM, École supérieure de journalisme, des métiers de l'Internet et de la communication, Dr El Hadj Omar Diop, enseignant-chercheur à l'Université de Dakar, la faculté des sciences juridiques et politiques, auteur de la justice constitutionnelle au Sénégal. Le livre va paraître le 23